Chaque année, les chutes du Niagara attirent des millions de touristes. Mais quel est le prix de ce succès? Partez à la découverte des multiples facettes de ce lieu emblématique. Niagara Inc., un documentaire à regarder maintenant sur ici-tout.tv. Nous sommes le jeudi 30 avril, voici à la une. Bonjour, bon jeudi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone. Merci d'être avec nous en cette journée, en ce jeudi matin, content de vous savoir à l'écoute. On va revenir ensemble aujourd'hui à l'émission, bien sûr, sur cette victoire du Canadien de Montréal qui pourra donc à partir de vendredi éliminer le Lightning de Tampa Bay et même devant ses partisans à Montréal. Olivier va nous résumer le match d'hier donc, qui a été gagné par le CH. Aujourd'hui, ce qui retient l'attention, c'est cette banque donc, qui sera finalement ouverte au Canada. C'est une banque en lien avec les infrastructures de la défense, une banque de la défense. Il y avait plusieurs pays en liste pour accueillir le siège social de cette banque et cette banque sera donc établie au Canada. C'est ce qu'on a appris hier en toute fin de journée. Maintenant, il y a plusieurs villes canadiennes, dont Montréal et Toronto, qui tentent d'avoir le siège social de cette banque de la défense de l'OTAN. Donc, on va y revenir avec Jean-Philippe Robillard. On va expliquer un peu d'abord, évidemment, ce que c'est et entendre les réactions à la suite de cette décision que le siège social de cette banque soit au Canada. Sinon, un petit mot sur le cours du baril du pétrole parce qu'il a atteint le prix du baril de pétrole, un record depuis 2022 à 126 $, plus de 126 $ le baril. Au cours des dernières heures, ça a redescendu un peu. On est autour de un petit peu en deçà de 121 $ le baril. Ça risque de retenir l'attention ce matin, évidemment, avec cette menace de Donald Trump d'asphyxier l'économie de l'Iran. Donc, on va y revenir tout au long de la journée, certainement, parce que ça nous touche tout un chacun. L'équipe est autour de la table à cette heure-ci. Julie-Jasmine Boudreau, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Au Bloc culturel, on va se parler ensemble, Julie-Jasmine, de l'intelligence artificielle et de la musique que l'on écoute de plus en plus en ligne. On sait qu'à travers ça, il peut se glisser des pièces créées de toutes pièces par l'intelligence artificielle. Puis les utilisateurs sont nombreux à demander que les plateformes puissent clairement identifier ce qui est fait par l'intelligence artificielle. Oui, c'est un article de la BBC. C'est vraiment hyper intéressant. On se penche surtout sur Spotify, qui est la plateforme la plus populaire. Puis, on a fait un test, en fait, et sachez que 97 % des auditeurs n'étaient pas capables de faire la distinction à l'oreille. Alors, donc, évidemment, c'est une des motivations pour lesquelles les gens veulent savoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que Spotify en fait, prévoit comme approche? On va discuter tous ensemble. Parfait. On en parle dans les prochaines minutes. Parlons tout de suite du Canadien de Montréal. Kucherov, la passe, ça dévie sur un joueur devant lui. Monzer derrière le filet et Suzuki qui repart. Suzuki laisse derrière pour Hudson. Garcia avance, Texi, le tir et le but! Vasilevski chope la rondelle! Texi fait 3-2! Oui, Vasilevski, là-dessus, Olivier, n'a pas paru nécessairement... pas très bien paru. Pourtant, c'est un excellent gardien, il faut se le dire. Donc, peut-être un peu de chance de ce côté-là. Mais en tout cas, le Canadien a gagné et maintenant, le Lightning fait face à l'élimination. C'est un gardien de but qui pourrait être élu gardien de l'année cette année dans la Ligue nationale de hockey. Pourtant, hier, ce fameux tir d'Alexandre Texier qui offrait ce troisième but au Canadien, ce but gagnant, victoire de 3-2 du Canadien face au Lightning de Tampa Bay. Ça a été un bon match hier pour le Canadien. En fait, ça a été un jeu d'échecs tout au long du match. J'ai envie de dire que ça reflète beaucoup l'allure de cette série entre le Canadien et le Lightning. On sentait que personne ne voulait faire d'erreur dans un match qui était assez important, une série égalité 2-2. On a vu aussi un jeu beaucoup plus discipliné dans la rencontre d'hier. Chaque centimètre a été débattu âprement par chacun des joueurs qui étaient sur la patinoire. Puis Alexandre Texier, je le disais, deuxième dans cette série face au Lightning et surtout les joueurs de soutien qui sont encore une fois venus aider le Canadien de Montréal avec, ce but gagnant d'Alexandre Texier, mais Kirby Dach qui a trouvé le fond du filet et l'histoire de la soirée, c'est l'arrivée de Brendan Gallagher dans la formation hier en remplacement d'Oliver Kapanen qui a été laissé de côté.
Brendan Gallagher qui a rongé son frein à regarder ses coéquipiers se battre en séries éliminatoires pour tenter d'aller chercher cette victoire face au Lightning. Et là, hier, sa première présence est allé marquer le tout premier but du match avec seulement 3 minutes de jouer dans cette rencontre. Brendan Gallagher qui a pu savourer ce match et qui a pu mettre son empreinte sur cette victoire. Donc, ça a été vraiment une soirée exceptionnelle pour lui. Il en a profité. Et on peut d'ailleurs écouter Alexandre Texier qui était à ses côtés sur le podium et qui parle de cette soirée et du plaisir que l'équipe a à jouer présentement en série. Je pense que ça se voit sur nos têtes. Tous ensemble, je pense on est soudés, on a du plaisir quand on joue ensemble, on a du plaisir quand on a des jours off et c'est juste vraiment le fun d'être ici. Et Martin Saint-Louis a eu la main heureuse justement avec cette décision de Brendan Gallagher. Il a assuré à tout le monde, je ne savais pas qu'il allait faire ça. Je savais pas qu'il allait faire ça, là. Mais moi, je sais qu'il y a tout pour lui donner une chance. C'est Gary qui a fait ça. Tout son parcours puis sa carrière, comme j'étais confiant qu'il méritait cette opportunité-là de nous donner un job, puis nous a donné un job. Si je comprends bien ce que tu me dis, c'était plus dur de le garder en dehors du line-up que de l'amener ce soir. C'est sûr. Oui, c'est sûr qu'il voulait jouer Gallagher. Et là, ça fait quand même 2 décisions. Il a décidé de garder Kirby Dach dans l'alignement alors que tout le monde disait faut le sortir. Kirby Dach a marqué. Et là, il décide d'insérer dans l'alignement Brendan Gallagher. Gallagher marque. En tout cas, jusqu'ici, ou c'est de la chance ou c'est être visionnaire. On parle beaucoup de l'expérience que les joueurs prennent et ajoutent dans leur petit baluchon lorsqu'ils participent aux séries éliminatoires. Martin Saint-Louis a reconnu hier que lui aussi, en tant qu'entraîneur, il a beaucoup appris dans le match d'hier parce qu'il a dû jouer avec ses trios, a dû manier un peu ses joueurs, remanier ses trios, je devrais dire. Il a dit qu'il a beaucoup appris. Oui, il a la main heureuse, mais quand on est entraîneur, on est là aussi pour prendre des décisions. Et là, ça lui sourit. Donc, le Canadien qui prend les devants 3-2 dans cette série. Prochain match demain. Et là, ça sera au Centre Bell. Possibilité d'éliminer le Lightning de Tampa Bay. Puis je terminerai simplement en vous disant qu'hier, les Penguins de Pittsburgh, qu'on souhaitait peut-être voir dans un match numéro 7 face aux Flyers, ça s'est terminé par une défaite de 1-0 en prolongation. Donc, élimination des Penguins en 6 matchs. Merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Alors, Véronique, du temps plutôt gris, un peu de pluie ce matin. Oui, ce matin, cette nuit surtout. Donc, ce matin, ça va diminuer d'intensité, cesser cet après-midi, régime nuageux par la suite, évidemment, pour les secteurs plus au sud, là, Montréal, l'Outaouais, Laurentides, secteur de la Nodière. Québec, ça va perdurer un petit peu plus longtemps. L'Estrie également, ça va s'estomper plus tôt ce soir. Les températures, ce matin, 11 degrés, mais ça ne bougera pas. Alors, c'est aussi le maximum anticipé à Montréal. 9 à 11 degrés sur les secteurs les plus au sud. Des vents qui vont diminuer un petit peu en intensité, mais quand même, ça reste un vent d'ouest, 20-40 km/h. La nuit prochaine, on sera près de 0. C'est ça qui va faire la différence. Donc, frais demain matin, nuageux avec éclaircies, un peu venteux, des températures de 9 à 11 degrés pour la journée de vendredi. On s'en va vers un week-end qui ne sera pas moche nécessairement, mais ça n'a rien à voir avec le Bermuda du week-end dernier. Allons-y avec la petite laine, parce qu'on aura de belles percées de soleil, mais ce sera un peu instable et frais, donc reformation de nuages au cours des après-midi et des températures plus près de 12-14 degrés. La normale est rendue de 16, donc on aimerait un petit peu plus. Évidemment, plus au nord, ce sera plus frais. 0 ce matin en Abitibi, 2 c'est le maximum aujourd'hui. On a des possibilités de flocons. Sous la pluie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, 9 à 11 degrés. Encore variable vers la Gaspésie. La pluie commencera plus tard cette nuit. Même chose pour la Côte-Nord. C'est nuageux. Il pourrait y avoir quelques petites averses, mais la pluie, proprement dit, ça commencera au cours de la nuit prochaine aussi. 6 à 9 degrés pour la Gaspésie et la région de Sept-Îles. En territoire ontarien, plutôt nuageux avec éclaircies. Sur la portion nord et centre, 6-7 degrés, généralement couvert également vers Toronto, Windsor. Les vents sont de la partie. Les températures autour de 11-12 degrés. La pluie cesse ce matin à Ottawa. Par la suite, ça reste nuageux. Autour de 11 également et dans l'ouest, la séquence de beau temps se poursuit. Les températures remontent. On atteint la vingtaine de degrés vers Edmonton et Calgary. Plus près de 13 sur le sud de la Saskatchewan. Encore légèrement sous la barre du 10 sur le sud du Manitoba, mais ça va grimper au cours des prochains jours. Et à Vancouver, 18-23 degrés sous un ciel en mélange soleil-nuage. Donc, dans l'ouest, ça va relativement bien. Puis dans l'est, on a une petite matinée arrosée. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée.
À la une des différents quotidiens de ce matin, le Journal de Montréal et la presse, ce qui retient l'attention en une, c'est cette victoire du Canadien de Montréal. Autrement, dans la presse, on nous parle de coups de pied et de volées de coups. Et c'est une situation alarmante de la violence envers le personnel de santé. Article de Daphne Cameron, donc coups, bousculades, morsures, pincements. Les lésions professionnelles causées par la violence envers le personnel de la santé et des services sociaux est en forte hausse depuis 10 ans, selon ce qu'a constaté la presse. Ce sont des données obtenues auprès de la CNESST. En fait, ça a doublé depuis 2016, une réalité d'ailleurs qui inquiète les principaux syndicats et représentants des employés du réseau. En 2016, il y avait environ 1270 dossiers de lésions professionnelles attribuables à de la violence en milieu de travail à la CNESST. En 2025, on était à près de 2700 lésions professionnelles inscrites et acceptées, donc dossier complet dans la presse de ce matin. Je vous parlais du Journal de Montréal qui parle, oui, du Canadien de Montréal, mais de la situation de l'eau à Montréal. Les infrastructures d'égouts et d'aqueducs sont dans un état si lamentable qu'il faudra investir 15 milliards de dollars en 10 ans pour éviter des bris de service. Ce sont environ 20 des infrastructures de gestion de l'eau qui présentent un risque critique ou un risque élevé. Et ça peut entraîner des impacts majeurs ou une rupture de service de grande ampleur. L'administration de Soraya Martinez-Ferrada a présenté hier son plan de gestion des actifs du service de l'eau à la séance du comité exécutif. Dans le Journal de Québec, il est question du tueur de la mosquée de Québec qui aimerait déménager. Il souhaite passer d'un pénitencier à sécurité maximale à sécurité moyenne. Il dit craindre pour sa sécurité en étant emprisonné avec les pires criminels au pays. Le Devoir de ce matin nous parle aussi de santé. Patientèle à la baisse, mais facture à la hausse. C'est le titre de l'article de Marie-Michel Sioui. Les omnipraticiens, apprend-on dans le Devoir, voient de moins en moins de patients inscrits individuellement et de plus en plus de patients inscrits collectivement, dont les suivis sont d'ailleurs plus coûteux pour l'État. Les médecins de famille qui voient en moyenne moins de patients qu'il y a 10 ans et reçoivent dans leur cabinet plus de Québécois collectivement, donc des gens qui doivent passer par le guichet d'accès à la première ligne. Et ça fait en sorte que ça gonfle le coût de la facture pour la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie du Québec, parce que ça coûte plus cher. Donc, les médecins reçoivent davantage en envoyant un patient comme ça inscrit collectivement. Vous pourrez lire ça dans le Devoir de ce matin. En une du Globe and Mail, on nous parle d'un dirigeant d'un organisme fédéral qui a supervisé un service de prescription numérique. Il y a eu des montants publics de près de 300 millions de dollars d'investis pour ça, qui a été démis de ses fonctions. Il y a toute une enquête en cours sur ce programme-là en raison de son échec. C'est le Canada Health Infoway, un organisme sans but lucratif financé par le gouvernement qui était géré par Michael Green, qui a quitté son poste de directeur général après plus de 11 ans en fonction. Cet organisme-là devait lancer le programme qui s'appelle Prescribe IT pour éliminer les fax. Donc, on veut remplacer les télécopieurs par des solutions numériques pour ce qui est des ordonnances de cabinets médicaux qui sont transférées vers les pharmacies. Mais ça ne fonctionne pas. Il y a moins de 5 des ordonnances qui ont été traitées par ce service, tellement que le service va fermer le 29 mai. Malgré tout, le grand patron de tout ça a reçu près de 900 000 $ en rémunération pour l'exercice financier 2024-2025. Mais là, donc, il a été remercié. Puis je termine en vous parlant du site Internet de Radio-Canada. On y apprend ce matin par mes collègues Laurence Martin et Daniel Thibault que le député Jonathan Wilkinson sera nommé ambassadeur canadien à l'Union européenne. C'est un ancien ministre des Ressources naturelles sous Justin Trudeau qui avait été écarté du cabinet par Mark Carney en mai dernier. Voilà qu'il sera donc nommé ambassadeur canadien à l'Union européenne. Oui, je vous en parlais au début de l'émission. C'est pas quelque chose, c'est pas une institution que l'on connaît beaucoup parce que c'est nouveau. Une banque de la Défense, et c'est le Canada qui va accueillir le siège social de cette banque. Banque de la Défense, donc il y a eu plusieurs négociations. Plusieurs pays voulaient recevoir le siège social de cette banque. Ce sera finalement au Canada. Jean-Philippe Robillard est avec nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. Oui, donc d'abord, parlez-nous du rôle de cette nouvelle banque. Qu'est-ce que ça va faire exactement? Oui, c'est quoi cette bébite-là, oui, c'est quoi diront cette bébite-là, certains. Effectivement. Donc, ce sera pour donner un coup de pouce pour aider les entreprises qui ont besoin de financement pour augmenter leur production, Mathieu, par exemple, dans le domaine de la défense, ou encore pour certaines entreprises qui voudraient effectuer un virage, changer leur production
pour aller vers le secteur de la défense. Tout ça au moment où, on le sait, il y a plusieurs pays qui augmentent leur budget militaire. C'est plusieurs pays alliés du Canada et membres de l'OTAN également, donc qui ont travaillé à la création de cette nouvelle banque internationale qui vont également y investir des fonds. Et celle qui a négocié pour le Canada pour obtenir le siège social ici au pays, c'est Isabelle Hudon. Ça, c'est la présidente de la Banque de développement du Canada. Je vous invite à écouter ce qu'elle disait à ma collègue Anne-Marie Dussault le mois dernier. Pour rendre le capital plus disponible et facile à avoir accès pour les PME. On le voit particulièrement au Canada, l'accès au capital n'est pas un problème en général pour les entreprises, mais pour les PME, c'est un défi et de surcroît pour le secteur de la défense. Oui, qui peut être plus risqué aux yeux de certaines institutions financières. Alors donc, c'est une nouvelle banque, Mathieu, internationale, multilatérale, c'est la façon dont on la qualifie, qui va servir donc à financer l'innovation dans le domaine de la défense, mais aussi, Mathieu, ça va aider les pays membres de l'OTAN, dont le Canada, à atteindre leurs objectifs, qui est de consacrer 5 de leur PIB à des dépenses dans le domaine de la défense. Je vous invite à écouter à ce sujet Thomas Junot, qui est professeur à l'École supérieure d'affaires publiques et internationales de l'Université d'Ottawa. L'idée, c'est d'amasser des fonds pour pouvoir faire des prêts à des taux avantageux à des petites et moyennes entreprises dans ces pays membres-là qui voudraient investir dans leur capacité de production en matière de défense. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est quand même une bonne nouvelle pour le Canada qu'on ait obtenu la permission là, d'être le pays hôte de cette banque-là. Donc oui, au Canada, mais où au Canada? Oui, et effectivement, au Canada, on le sait, mais on ne sait pas encore à quel endroit, où sera donc situé, installé le siège social, en fait, de cette nouvelle banque de la défense, cette banque internationale. Il y a plusieurs grandes villes du pays qui tentent de l'obtenir, Mathieu, qui vont faire valoir leurs arguments au cours des prochaines semaines. C'est le cas de quelle ville? Donc, il y a Ottawa qui est en lice, il y a Toronto, Vancouver et Montréal, et à terme, là, au bout de l'exercice, c'est le gouvernement de Mark Carney donc, qui va trancher. Mais déjà, on l'a vu, on l'a entendu au cours des dernières semaines, il y a déjà des campagnes de séduction là, qui ont commencé. Il y a aussi les gouvernements des différentes provinces là, qui ont commencé également à se positionner auprès du gouvernement fédéral, donc pour obtenir le siège social de cette nouvelle banque de la défense. Merci Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Oui, la musique générée par l'intelligence artificielle. Seriez-vous capable, si on écoute deux pièces, de différencier l'une et l'autre, une composée par de véritables musiciens, l'autre par l'intelligence artificielle? C'est pas facile, ça risque de l'être encore moins, mais là, il y a des utilisateurs, Julie Jasmine, de ces plateformes numériques sur lesquelles on écoute beaucoup notre musique, qui voudraient que ce soit clairement identifié. Ça a été produit par l'intelligence artificielle, ça non. Exactement, puis c'est 80 des personnes interrogées, selon un sondage, c'est Deezer Ipsos, c'est dans un article hyper intéressant de la BBC. Et on cible essentiellement Spotify parce que c'est le plus populaire. En fait, c'est la plateforme la plus populaire. Et ce qu'on sait, c'est que Spotify a quand même une approche, en fait, qui a évolué durant les dernières semaines. En avril, on a fait une fonctionnalité test, OK, sur une base volontaire. Les producteurs, en fait, de la musique devaient identifier avec des crédits si ça avait été fait ou non par l'intelligence artificielle. Mais c'est sur une base volontaire. Alors, et ce qu'on dit du côté de Spotify, c'est qu'on préfère se concentrer sur les usages nuisibles de l'IA, comme par exemple l'usurpation d'identité ou encore des spams, parce qu'on veut éviter, en fait, qu'il y ait un jugement en matière de création, c'est-à-dire de créer des musiciens de seconde classe, puis que ça devient difficile à départager si, par exemple, il y a une co-création avec l'IA, un artiste qui a créé peut-être majoritairement la pièce, mais qui s'est quand même inspiré à certains égards. Donc, on ne veut pas créer ça aussi. Et on dit que c'est quand même difficile à détecter, donc un défi technique. Et là, les experts renchérissent en disant, ça représente des coûts, évidemment, mais bien sûr,
sûr, ça aussi alourdirait la plateforme en tant que telle, la rendrait moins libre. Et on sait aussi que les redevances de l'IA pourraient être moins chères, donc une perte de revenus sensible pour des grandes plateformes. Alors ça, évidemment, Spotify n'a pas vraiment commenté là-dessus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a Deezer, qui est un concurrent plus modeste de Spotify. Lui a développé sa propre technologie. Puis qu'Apple Music va aussi vers des balises plus transparentes. Là, c'est quelque chose qui avait été annoncé récemment. C'est pas encore en vigueur. Et qu'il y aurait probablement une loi européenne là, sur l'étiquetage, justement, de l'IA sur les chansons. Ça pourrait rentrer en vigueur au mois d'août prochain. Donc, bien sûr, c'est un dossier qui est à suivre. L'animateur Benoît Gagnon s'est confié à publier sur les réseaux sociaux avoir été victime de plusieurs AVC. Vous allez remarquer deux choses rapidement. Un, j'ai de la misère à parler. Et deux, j'ai une belle, grande, nouvelle cicatrice ici parce que j'ai eu une chirurgie vasculaire le 14 avril dernier. Et si je parle comme ça, alors, c'est dans une vidéo d'à peu près 5 minutes où il se confie que les derniers jours ont été vraiment difficiles, là, les 20 derniers jours, 5 à 8 petits AVC, puis un très gros, alors qu'il était sur la table d'opération. Il rassure en disant que là, il n'y a aucune séquelle au cerveau, que son cœur va bien. Mais je vous le dis, allez écouter cette vidéo-là, c'est particulièrement touchant. Et il est très, très ému, puis on l'entend, puis il dit « Ma prononciation, elle est difficile. Mais bon, je vais prendre un peu de temps pour me reposer, évidemment, pour régler ce petit souci-là. Mais ça me prend beaucoup de courage pour m'adresser à vous. » Bravo à lui d'avoir pris le courage, justement, pour parler aux gens qui le suivent. Grosse prise pour le Festival de Lévis. Angine de poitrine, un groupe dont on parle beaucoup depuis quelques mois, va s'y produire cet été. Je pourrais vous parler d'angine de poitrine à tous les jours. Il y a toujours quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose à dire. Mais ça, je dirais que c'est le secret le moins bien gardé. Il y a une semaine, l'organisation du festival a publié une photo avec une montgolfière et sur le ballon, tiens, il y avait des pois noirs et des pois blancs avec des petits drapeaux en triangle jaune. Alors là, c'est confirmé. On savait qu'il y avait déjà Sale Barbe, Papa Roach et Offspring, The Offspring le dimanche. Alors là, c'est Angine de poitrine qui va se produire avant. Et là, tout le monde rigolait en disant, ben là, ça aurait peut-être pu être le contraire étant donné l'engouement mondial. Mais cela dit, il y a encore des billets disponibles et ça va se passer à Lévis le 2 août prochain pour, bien sûr, Angine de poitrine au festival. On va se laisser en musique microtonale là-dessus. Julie Jasmine, merci beaucoup. Bonne journée. Marie-Michel Borduas est maintenant en studio pour ce que l'on va surveiller aujourd'hui. Bonjour Marie-Michel. Bonjour Mathieu. Alors oui, des voix qui s'élèvent pour réclamer un changement aux méthodes de calcul de Québec qui détermine la cote des écoles, la cote de vétusté d'une école. Voilà, en fait, l'indice de milieu socio-économique, c'est un outil qui est utilisé depuis près de 30 ans par le ministère de l'Éducation, donc pour déterminer le niveau socio-économique des écoles, et donc qui sont ensuite ordonnées sur une échelle de 1 à 10, des écoles les moins pauvres aux plus défavorisées. Et il y a de nombreux établissements qui ont récemment vu leur indice de défavorisation baisser. Ça entraîne une réduction du financement, une augmentation du nombre d'élèves par classe. La situation de ces écoles-là, bien souvent, s'améliore sur papier, mais pas nécessairement sur le terrain. C'est ce que disent des directions d'école, des enseignants et des parents. Reportage de Fanny Bussière-McNicol à entendre dans nos radios-journaux. OK, donc on n'est pas sur les structures de vétusté, comme je le disais, mais vraiment sur le milieu de l'école. OK, parfait. Les corps policiers du Québec collaborent contre la violence et les actes d'extorsion dirigés vers les commerçants. La Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Montréal, le service de police de Laval et le service de police de l'agglomération de Longueuil vont tous ensemble lancer cet avant-midi le projet Uni. Plusieurs commerçants, restaurants, véhicules, résidences ont été ciblés au cours des derniers mois par des incendies criminels, des coups de feu. Et donc, la collaboration entre ces 4 organisations policières, ça vise à lutter plus efficacement contre ce type de crime. Et puis, pour certains, ce sera une journée de finances. C'est la date limite au pays pour produire sa déclaration de revenus. Pour la plupart des particuliers, les travailleurs autonomes, eux, ont jusqu'au 15 juin. Merci Marie-Michel. Bonne journée. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. L'ex-chef d'antenne Sophie Thibault et Marie-Ève Richard, 2 survivantes du cancer de la peau, réveillent les consciences face aux dangers bien réels de l'exposition solaire. La face cachée du soleil, à regarder maintenant sur icitout.tv.